Bienvenue à toutes et à tous. Comme je le disais, j'ai pas eu l'occasion de tous vous accueillir individuellement et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger par la suite. Alors effectivement, Céline Janot-Piétroy, qui est maîtresse de conférence à l'université Jean Monnet Saint-Étienne, n'a pas pu venir. C'est un peu dommage parce que on comptait sur elle pour prendre en charge la partie qui, de mon point de vue, sera vraiment scientifique de cette journée, puisqu'il s'agissait de faire une mise en point conceptuelle. Alors effectivement, le terme scientifique est peut-être un peu ambitieux. Mon intervention sera essentiellement depuis la philosophie, finalement, depuis la mise au point philosophique. Celle de Gabriel serait davantage scientifique au sens strict, même si voilà. Et donc, puisque Céline n'est pas là pour faire ces mises au point conceptuelles sur les rapports sociaux de pouvoir et les concepts qu'on peut mobiliser pour décrire ces rapports sociaux entre les dits adultes et les jeunes personnes, les plus jeunes personnes, moi je voudrais au préalable proposer la définition, deux définitions, puisque c'est quand même les journées sur la violence éducative ordinaire et la domination adulte. Donc la première, c'est la définition que j'ai proposée de l'adultisme, et ensuite j'enchaînerai avec ma présentation. Donc l'adultisme, je propose la définition suivante. C'est un système de valeurs dans lequel les enfants occupent une place inférieure à celle des adultes dans la hiérarchie ontologique et juridique qui structure la société. Alors, ce que j'appelle la hiérarchie ontologique, c'est la hiérarchie des êtres, indépendamment des droits qu'ils ont, donc dans toutes leurs autres attributs généraux. Les enfants sont considérés comme des êtres moins quoi, ça peut faire l'objet de plein de discussions, mais moins en général. Et juridique, effectivement, là, on fait référence au système du droit. Et ça, on va avoir une communication tout à l'heure, justement, sur les implications juridiques. Cette hiérarchie, donc ce système d'inférieur et de supérieur, façonne complètement notre société. Dans une société adultiste, l'état d'adulte est érigé en état de complétude, d'achèvement et d'autonomie de l'être humain, qui est donc ontologiquement supérieur à l'état d'enfant, caractérisé par son insuffisance et la nécessité de son hétéronomie. La nécessité de son hétéronomie, ça veut dire qu'il a besoin que les règles de son comportement et de ses actions lui viennent de l'extérieur, donc des adultes. Les sociétés adultistes distinguent ainsi un statut mineur et un statut majeur, plutôt que d'admettre le principe égalitaire du statut unique de la personne, qui met tout être humain, quelle que soit sa condition d'âge, au même niveau de dignité et de droit. Voilà, elle est un peu longue, mais je pense qu'elle se complète. L'agisme, j'en parle très rapidement. L'agisme désigne plutôt le fait que les individus soient traités différemment en fonction de leur âge. Et ce qui est très intéressant, et Gabriel va nous en parler, c'est comment il y a peut-être une communauté de traitement entre différents âges, notamment des âges extrêmes, qui fait qu'il y a un point commun en fait entre la manière dont on traite les personnes âgées, les jeunes personnes, et puis au-delà des personnes handicapées, marginalisées, etc. Oui, pardon. Voilà. Alors. Donc dans violence éducative ordinaire, il y a éducative.
Je vais d'abord vous lire la définition que j'ai proposée pour violence éducative ordinaire. J'en suis pas contente, j'ai tout le temps envie de la changer, il y a toujours des éléments qui viennent, j'ai l'impression qu'il faudrait écrire un bouquin sur le sujet. Elle est très très proche de celle de l'OVO, hein. Donc, la violence éducative ordinaire désigne l'ensemble des pratiques et comportements des adultes qui portent atteinte à l'intégrité physique et psychique, à la dignité et aux droits fondamentaux des jeunes personnes. La violence éducative ordinaire se caractérise par la banalisation des rapports de domination entre adultes et jeunes personnes et des comportements et pratiques que ce type de rapport autorise dans la relation d'éducation. Évidemment, la violence éducative ordinaire, c'est aussi tout un système de représentation et de justification de cette violence. Donc, moi, je dis parfois que j'ai le sentiment que les fondatrices de la formule violence éducative ordinaire et de l'association donc qui a contribué à populariser et à politiser cette notion n'ont pas toujours eu conscience de l'extrême pertinence de cette formule. J'étais là au moment où l'association a été créée, donc à partir de discussions très fructueuses et passionnantes sur la liste Parents conscients créée par Catherine Dumonteil-Crémer. Et c'était une telle polysémie, une telle richesse en fait. Et je me dis qu'encore aujourd'hui, on n'est peut-être pas conscient d'à quel point c'est une notion extrêmement riche. Donc au départ, il s'agissait de désigner les violences ordinairement subies par les plus jeunes en contexte éducatif, voire au prétexte éducatif. On a alors pu opposer à une formule qui pouvait ressembler à un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes, violence plus éducative, on se dit que c'est contradictoire. Donc on a pu opposer à cette formule parfois l'objection selon laquelle nulle violence ne peut être considérée comme éducative. Être violence n'est pas éduquer. On plaide ainsi pour une quasi-suppression de la qualification de éducative à la notion de violence. Et dans cette position-là, on voit s'exprimer la valence positive, la puissance d'attraction attachée au mot éducation dans notre société. Dont le concept semble parler de toutes les vertus. L'éducation, c'est quelque chose de bien. Et moi, je pose la question, si en réalité, et je ne suis pas la seule, bien sûr, si en réalité la violence était inhérente aux faits éducatifs. Donc, je vais proposer un texte sur le site de l'OVO auquel vous pouvez accéder. Je disais donc que cette formule concise permet de résumer en 3 mots la nature des rapports que les adultes entretiennent avec les enfants. Le sigle VEO fonctionnant presque comme un aide-mémoire pour retenir le syllogisme de l'oppression des jeunes. 1. L'éducation est le cadre indépassable de toute interaction avec un enfant. 2. La violence est inhérente à tout geste éducatif. 3. Conclusion, les jeunes ordinairement éduqués sont donc ordinairement violentés. Alors, on est nombreux à poser cette question de la violence inhérente à l'éducation, à l'OVO et ailleurs. Le point de vue de critique sur l'éducation, sur la notion apparentée de pédagogie est en réalité ancien. On peut citer parmi beaucoup Eckert von Braunmühl et son concept d'antipédagogie, Alice Miller évidemment et la notion de pédagogie noire, Ivan Illich qui plaide pour une déscolarisation de la société, Deschooling Society. La notion de scolarisation ou de scolarisme étant presque confondue avec celle d'éducation, notamment aux États-Unis où education est synonyme de instruction ou école, ce qu'on retrouve en français dans éducation nationale, mais pas dans éducation en général. On a John Holt aussi, dont un des ouvrages s'intitule Instead of Education, ce qui veut dire en lieu et place de l'éducation. Et Paulo Freire est le modèle de la pédagogie des opprimés, dans laquelle il développe une critique de la colonialité du savoir, notion dont on va entendre parler tout à l'heure aussi. Alors, enfin pas la colonialité du savoir, mais les rapports entre colonialité et adultisme. Voilà, pardon. Alors, plus récemment, on peut citer Gustavo Esteva,
Dans son ouvrage coécrit avec Madhusuri Prakash, S'évader de l'éducation, la vie comme apprentissage au sein des cultures autochtones, qui est un ouvrage donc qui aborde la nature coloniale du fait éducatif. Et je peux citer aussi Léandre Bergeron dans Comme des invités de marque, dont le sous-titre est Grandir sans éducation. Donc on voit là quand même plusieurs filiations anciennes où la notion d'éducation est remise en cause. Il ne s'agit pas simplement de critiquer l'éducation telle qu'elle est, mais de remettre en cause, merci, c'est important, la notion d'éducation. Alors, en France, je voudrais citer Jean-Pierre Lepris, Yves Bonardel et surtout Mélissa Plavie, dont je regrette l'absence aujourd'hui, mais qui pour moi est une contributrice très importante et qui développe une critique radicale de l'intention éducative ou éducationnisme. Donc voilà, je vais passer sur ça. Moi, je me situe dans l'affiliation de Bonardel, Bergeron, Lepris et Mélissa Plavie. Mais disons que ça, c'est mes filiations conceptuelles, on va dire, mais ce sont essentiellement deux terrains qui ont contribué à nourrir ma réflexion. C'est d'abord les sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs égalitaires, telles que décrites par Peter Gray dans Libre pour apprendre, ou même David Lancy dans Anthropologie de l'enfance, et évidemment, surtout, les communautés de familles qui pratiquent le unschooling. Ça, on va dire, ce sont vraiment mes deux terrains de prédilection qui me permettent de remettre en cause la notion d'éducation. Alors, dans le contexte contemporain, le mot éducation semble fonctionner comme virtue signaling. Alors, le virtue signaling, c'est, traduit en français, ça veut dire vertu ostentatoire. C'est des mots comme ça qui permettent de manifester qu'on est en train d'avoir des intentions vertueuses et bonnes. Il y en a d'autres, des mots comme ça. Il y a démocratie ou liberté, très employés par les États dominants et les institutions internationales comme l'ONU ou l'OMS, qui martèlent le droit à l'éducation de tous les enfants. Ce droit est universellement interprété par les États du monde entier comme une prérogative à former le corps et l'esprit des jeunes et à diriger leur destin au nom de leur intérêt supérieur. Mais aussi comme ce droit est aussi universellement interprété comme une légitimité à annihiler les savoirs autochtones, et notamment les savoirs de subsistance de pays exploités et, entre guillemets, appauvris, parce que ça dépend de la conception qu'on a du mot pauvreté, et à les remplacer par des savoirs académiques qui sont désempouvoirants. Et je renvoie là à l'excellent film de Carol Black, Schooling the World. Je voudrais aussi évoquer rapidement qu'en France, on a une discipline étrange qui s'appelle Sciences de l'éducation. Désolée. Et qui, dans le paysage des sciences dites molles ou humaines, occupe un statut à part. Là encore, la formule s'apparente à du virtue signaling. Non seulement c'est l'éducation, mais c'est la science. Attention. Puisqu'il s'agit de parer ce qui est en réalité un ensemble de techniques, des atours d'une science. Puisqu'il s'agirait d'étudier objectivement des faits, des données ou un champ disciplinaire, voilà. Cette caractérisation de science rend de fait les techniques de l'éducation autoritaires et difficilement susceptibles de critique. Par ce geste scientificateur, l'idée d'éducation est objectivée, naturalisée, et d'impératif biologique, elle se change en impératif moral qui justifie toutes les agressions ou les intrusions dans un corps pourtant déjà pourvu de ses propres mécanismes d'adaptation, celui de l'enfant ou celui d'une population humaine lambda. Or, je pose que la notion d'éducation est une construction qui repose sur le postulat que les enfants sont incapables d'apprendre les savoirs et savoir-faire essentiels à leur survie et à leur épanouissement au sein de leur communauté, au pluriel. Les communautés, qu'ils ont par conséquent besoin que ces apprentissages fondamentaux soient pris en charge et rationalisés par la société, et donc qu'ils ont besoin d'être éduqués. Et s'ils ne le sont pas, leur développement et intérêt sont gravement compromis. En effet, l'enfance se conçoit comme une défaillance, une incomplétude, une vulnérabilité, un handicap, qu'il s'agirait de pallier par ce que j'appelle des prothèses éducatives.
garante de son développement adéquat. L'éducation est ainsi toujours présentée comme un besoin de l'enfant et jamais comme un besoin des adultes, ce qu'elle est pourtant. L'intérêt de l'enfant étant posé comme l'horizon de tout effort éducatif, tout groupe humain a le devoir d'organiser l'éducation de ses jeunes. Il va de soi que ce sont les adultes qui éduquent. La relation d'éducation est toujours une relation asymétrique qui institue une hiérarchie entre les deux termes. L'éducateur domine et l'éduqué se soumet. Cette hiérarchie se traduit ontologiquement et juridiquement, comme je disais tout à l'heure. L'être de l'enfant, son point de vue, ses désirs, sa sensibilité, sa volonté ont moins de valeur et la personne de l'enfant a moins de droits. Cette relation hiérarchique implique pour l'adulte un devoir d'éduquer s'il est responsable d'un enfant, et pour l'enfant une obligation de se conformer à l'éducation exercée par celui ou celle qui a autorité sur lui. D'ailleurs, ce devoir d'éduquer, on en parlera, c'est quelque chose d'absolument terrible pour les parents qui font des choix éducatifs alternatifs. Donc la relation d'éducation semble même épuiser toute relation qu'un adulte et un enfant sont susceptibles d'avoir. Les adultes ayant tendance à adopter par quasi-réflexe, automatisme, face à tout enfant, une attitude d'éducateur. Et l'enfant est quasiment réduit à son prétendu besoin d'éducation et se résume à être un éducable. Mais qu'est-ce que donc éduquer ? Éduquer se manifeste principalement en intervention sur l'enfant, mais pas n'importe comment. Il s'agit d'intervenir selon une règle qu'idéalement s'est fixée en amont après mûre réflexion. Donc il y a des philosophies éducatives avec toutes sortes de rationalisation et d'argumentation sur pourquoi l'une vaudrait mieux que l'autre. Voilà, on n'improvise pas l'éducation, ça se pense, ça fait l'objet de colloques universitaires et d'études scientifiques. Mais hors des sciences de l'éducation, les adultes éduquent sans même y penser par habitude. La présence d'enfants déclenchant en eux des automatismes éducatifs. Vite un enfant, il faut que l'éduque. L'important est qu'ils interviennent, peu importe comment, parce que c'est ce qui est attendu d'eux. On attend d'eux qu'ils éduquent. On les surveille même pour vérifier qu'ils sont bien en train de performer auprès de l'enfant l'autorité. D'autres éduquent avec l'aval de la science ou la caution d'une autorité morale ou politique. Éducation nationale, collège de pédiatres ou de psychologues. Le dénominateur commun de tous ces éducateurs, profanes ou experts, est essentiellement l'intervention dans tous les aspects de la vie d'un enfant en vue de modeler tous ses comportements et son esprit. Et quitte à intervenir, autant que cela soit efficace, d'où les sciences de l'éducation qui rationalisent et taylorisent la culture des enfants comme l'agronomie rationalise l'agriculture. La scientification de l'éducation est du reste un des moyens de la naturalisation du besoin éducatif. Elle participe à sa construction, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Je soutiens qu'il est possible d'avoir avec un enfant des relations d'un autre type qu'éducatif. Et même que les enfants n'ont pas besoin d'éducation. Ce sont les adultes qui ont besoin d'éduquer. Pourquoi ? Essentiellement pour rejouer leur propre silencisation enfantine, pour perpétuer la domination adulte et des structures sociales hiérarchiques oppressives fondées sur l'autorité, la domination, la violence. Et pour légitimer ce besoin d'éduquer, ils élaborent toutes sortes de fantaisies sur la nature de l'enfant. Ils construisent sa vulnérabilité et son incompétence sociale, alors même que la toute première compétence de l'enfant, dès l'implantation de l'embryon dans la matrice, est de créer des liens. Car créer des liens est indispensable à sa survie. Le geste éducatif contient un soupçon vis-à-vis de cette compétence relationnelle des jeunes, compétence de l'existence de laquelle on doute profondément. Le petit humain n'arriverait à rien si les adultes n'intervenaient pas assidûment, méthodiquement. Ce soupçon est évidemment une croyance largement battue en brèche par diverses observations anthropologiques, mais nous nous y accrochons férocement car elles sont l'ultime justification des oppressions que nous voulons continuer d'exercer à l'endroit des enfants. Cette croyance ne peut se maintenir que par un aveuglement, une négation de la sensibilité et de la conscience agissante des plus jeunes. Cette négation de leur sensibilité et de leur conscience est en même temps une négation de notre propre sensibilité et de notre propre conscience qui depuis longtemps sont mutilées. C'est aussi pour cette raison que nous nous accrochons à la croyance de l'incompétence enfantine, voire à la croyance de sa mauvaiseté. Nous ne saurions sinon supporter la terrible trahison de nos propres parents. Nous ne saurions supporter l'évidence que nous faisons du mal à nos enfants. Nous disons alors que c'est pour leur bien, un bien qui s'acquiert par un mal, qui n'en serait pas vraiment un, puisqu'au bout du tunnel de l'enfance soumise aux rigueurs de l'éducation, il y aurait enfin l'accomplissement du destin humain. Je suis vraiment navrée d'aller vite.
j'ai ce panneau qui me... Soupçonner, surveiller, contrôler, intervenir, corriger, menacer, punir, c'est la base du fait éducatif, et aussi celle d'une société autoritaire. Plus les corps et les consciences sont opprimés et exploités, plus il faut de moyens matériels, humains, idéologiques pour les maintenir dans leur état. Le fait éducatif est un de ces moyens, sans doute le plus puissant, qui permet d'intérioriser la domination et de répartir sur toute la population l'effort oppressif. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les idéologies. Une société hiérarchisée où des groupes privilégiés exercent une domination sur les autres ne peut se passer d'éduquer, car elle ne peut perpétuellement faire la guerre aux récalcitrants. Elle instille le poison de l'éducation dans le cœur des enfants, elle brise leur volonté, mutile leur sensibilité, voire viole leur conscience et leur fait croire que le bien, c'est cela. On nous fait croire que prendre soin, c'est éduquer. On fait croire aux enfants que les aimer, c'est les éduquer. Ou que l'amour, ou on dit même l'amour ne suffit pas. Combien de fois est-ce qu'on a entendu ça ? Non, il faut éduquer. Quelle funeste définition et construction de l'amour. Une définition que quelques-uns d'entre nous, peuple insoumis et résistant au totalitarisme éducatif et à ses enjôlements, désobéissant à la fausse loi d'amour qu'est l'éducation, zadistes de l'enfance, rejetons avec la plus grande force. Car nous savons, par notre expérience singulière de non-éducation, que les humains et leurs enfants n'ont pas besoin d'éduquer et d'être éduqués pour vivre et grandir ensemble, que la relation d'éducation est un appauvrissement des relations humaines et même une entrave, une source de malheur, et que prendre soin n'est pas éduquer, et éduquer n'est pas forcément prendre soin. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. En fait, vous aviez 20 minutes à deux, hein, mais... Je sais. Ah, d'accord. Mais comme Céline avait annulé, on serait... Ah ouais, mais en fait, ouais, d'accord, ok. On a commencé 20 minutes en retard. Je vais juste prendre un tout petit mot parce que tu t'es pas présenté, donc je vais introduire correctement les personnes. Du coup, c'était Dalibor Milovanovic, éditrice et philosophe, qui vient de nous raconter... C'est ce qui est vraiment important pour elle au niveau des termes. Ouais. Et présidente de l'OVE. Contingemment présidente de l'OVE.